Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Je cite, les incidents survenus le mardi 10 novembre 2020 au palais de justice de Douala-Bounandjo que je refuse de décrire ou de décrypter par décence doivent rapidement être oubliés. Ils n'honorent ni la justice, ni les acteurs de la justice et désacralisent ce temple où se disent le droit et la vérité. Fin de citation. Parole de magistrat Ange-Michel Anguen, magistrat hors hiérarchie, conseiller technique au ministère de la Justice et ancien ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Il réagissait ainsi suite aux incidents survenus à l'audience de flagrant délit au cours de laquelle 2 avocats étaient poursuivis devant le tribunal de première instance de Douala-Bounandjo pour des faits de complicité d'outrage à fonctionnaires, escroquerie également. Dans cette tribune intitulée « Avocats et magistrats, partenaires ou antagonistes », l'ancien membre du gouvernement démontre que les magistrats et les avocats sont les pieds d'un même tabouret au service de la justice. Loin de tout antagonisme, ils sont des partenaires dans la recherche de la vérité. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Incident au palais de justice de Douala-Bounandjo, pourquoi on devrait vite oublier? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau Moïse Xavier Vondor. Bonsoir Moïse. Bonsoir Serge. Voilà, bienvenue. Merci. Bonsoir à tout le personnel de Equinox en général et un peu plus particulièrement à ceux d'Equinox Soir qui vous accompagnent, ces professionnels qui vous accompagnent tous les soirs. Oui. J'en profite aussi pour vous passer le salut de mon bureau, exécutif du bureau de la dynamique de développement socio-économique du Djaïlobo, oui, dont je suis le président du bureau exécutif de la dynamique de développement socio-économique du Djaïlobo. Oui. Voilà, le président est sur le plateau Equinox Soir ce soir. Merci. Ce bureau vous apprécie beaucoup par les éclairages que vous nous apportez dans nos missions de développement socio-économique et culturel même. Okay. Donc je ne pouvais pas, à la prise de parole, je ne pouvais pas manquer de vous le dire. Okay. Merci beaucoup. Il est également là, c'est pas tout le temps qu'on le voit, c'est chaque fois qu'il est à Douala. Albert Ndongmotoubé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Albert Ndongmotoubé, je rappelle que vous êtes chercheur en histoire et en sciences politiques. C'est ça, Serge Université de Tchang. Nous sommes dans la région de l'Ouest, département de Ménois, région de l'Ouest de Cameroun. Effectivement, Serge Alain, vous allez permettre qu'après avoir répondu aux civilités, que je puisse me donner la possibilité de rentrer à Tchang. Parce que de ce côté-là, les populations qui ont eu vent de votre passage ont estimé qu'ils ont été floués pour la simple raison qu'ils estiment, ces étudiants estiment que nous avons choisi la période pendant laquelle ils étaient réfugiés dans leurs différentes familles à cause de la Covid pour vous faire venir à Tchang. Et que je dois me rassurer que vous revenez à Tchang avant de partir de Douala. Ils ont exigé que je puisse vous le demander sur le plateau parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont envie de discuter avec vous. Voilà. Mon message est passé et je suis tranquille. Voilà, Tchang, très bientôt. Hein. Voilà. Bonsoir, maître Gustave Lepa. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, aux millions de téléspectateurs qui, je crois, depuis 4 ou 5 jours, ils respirent l'air frais du Cameroun lorsqu'ils regardent Equinox Soir. Il n'y a plus assez de tensions inutiles. Nous sommes calmes. Un bonsoir particulier à M. Niwake, qui vient d'être élu président du comité de développement de Fongo-Tongo. Un salut particulier à tout son bureau. Je fais un clin d'œil à mon ami personnel Eric depuis la RDC,
à Ponty, à Paris, et Amelia qui me regarde. Bonsoir les téléspectateurs d'Equinox. Nous sommes pour une fois calmes sur ce plateau. Merci. Zaveko, ça fait bientôt une semaine. On va laisser l'avocat. Ils se sont exprimés la semaine dernière. Je veux que vous autres qui avez regardé sûrement les images qui nous venaient du palais de justice, lorsque le ministre, ça c'est le magistrat qui parle, parce que jusqu'ici, on a écouté les avocats. Nous avons la chance, on a travaillé avec le document, cette sortie du ministre Michel-Ange Angouin. Oui. Il dit que ces événements n'honorent ni la justice, ni les acteurs, et désacralisent ce temple où se disent le droit et la vérité. Le ministre Angouin. Ce qui s'est passé mardi à Douala. Merci Serge de nous passer la parole. Je suis d'accord avec la position du ministre quand il parle de désacraliser. J'irai même un peu plus loin. Il parle du temple. Le temple, oui, le temple qui est ce palais de justice qui est une entité qui se trouve dans la République du Cameroun. Ça veut dire que c'est le Cameroun qui est désacralisé par ces actes. Quand je l'ai dit, je vais aller voir un peu plus loin quand il parle de... le ministre parle de il faut arrêter. Moi, je dis non. C'est par là que la réflexion doit commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Est-ce que les avocats sont autant des outsiders, de hors la loi pour se comporter comme ça? Quel est le problème de fond pour qu'une corporation aussi respectée, la corporation des avocats, qu'est-ce qui peut amener des gens aussi respectés, des intellectuels, à se comporter comme ça? Il faut aller creuser. On ne peut pas s'arrêter là et dire les avocats ont fait oui, non. C'est vrai que le barreau va s'en occuper et toutes les instances habilitées, mais il faut creuser. Pourquoi ça devrait même appeler les états généraux de la justice au Cameroun. Il faut aller voir quel est ce malaise qui couvre. Pourquoi les avocats sont obligés de se comporter comme ça? J'ai suivi ces événements, j'ai suivi toutes ces vidéos qui ont circulé. On parle d'argent, on parle de ceci. Il faut aller voir au fond. Je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, Albert Ben, pour vous, ça n'honore pas la justice camerounaise, ça n'honore pas les acteurs de la justice, ça a désacralisé le temple, selon le ministre Angouin, le temple qui est le tribunal. Je crois qu'il faut même aller plus loin pour dire qu'il s'agit là du sanctuaire de la répression de la violence. Lorsque ce sanctuaire devient le siège même de la violence, des spectacles violents, où on bombarde, où on tire, où on bagarre, vous comprenez qu'il y a de quoi il doit avoir cette sortie. Et lorsqu'il poursuit, il dit que Douala est spécial. Lorsqu'il dit que Douala est spécial, c'est un peu comme dans la Bible que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent. Oui. C'est pour dire ce qui se passe à Douala ne saurait forcément se passer ailleurs. C'est-à-dire, c'est un milieu où foisonnent toutes sortes d'activités qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le déroulé des activités judiciaires. Nous avons encore la chance sur ce plateau d'avoir un avocat, c'est-à-dire lorsque nous parlons, il comprend même mieux ce que nous disons. Mais là où je ne suis pas très d'accord avec le ministre, c'est que il dit que selon la répartition ou la déclinaison des pouvoirs en démocratie, comme a fait Montesquieu, il y a d'un côté le pouvoir judiciaire, il y a d'un côté le pouvoir exécutif et il y a de l'autre côté le pouvoir législatif. Il considère que le pouvoir judiciaire est cette vieille dame. C'est-à-dire, si la démocratie repose sur ce trépied-là et que des trois piliers, on a une vieille dame qui refuse de s'arrimer à cause de sa vieillesse. Non, il reprenait, le ministre encore reprend oui. Au responsable de la République. Ce n'est pas, effectivement, lorsqu'il prend, c'est parce que lorsque vous citez
ça signifie que vous faites vôtre, parce qu'il ne l'a pas cité pour s'y opposer ou pour contredire. Il a cité pour aller dans le même sens de l'argumentation. C'est la raison pour laquelle je dis, lorsque la grand-mère, à un moment, refuse d'aller au même rythme, vous comprenez que elle devient un obstacle pour le bon déroulement ou le bon fonctionnement des autres institutions. Encore faut-il qu'on soit effectivement dans un système dans lequel ces pouvoirs-là sont effectivement séparés et qu'on puisse observer une étanchéité entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Donc, pour ma part, je pense que la grand-mère, qui est la justice, doit essayer, comme l'a dit mon prédécesseur, ces états généraux-là sont nécessaires parce qu'ils vont permettre à la grand-mère de recevoir un coup de jeune pour permettre aux autres jeunes qui sont à côté, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, de mieux fonctionner. Mais pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que la grand-mère paralyse le mouvement des autres. Ok, merci. On va dire bonjour à Pierre-Emmanuel Biam, il est déjà là. Dans un instant, bonsoir Pierre-Emmanuel Biam. Bonsoir Serge Alain Otto. Bienvenue, bonsoir pas de plus. Tous les co-panélistes. Voilà. Et à tous les millions de téléspectateurs de Equinox Soir. Voilà, bienvenue. Merci. Voilà, Maître Ngefak, lorsque un haut magistrat, haut hiérarchique, il parle, quel sentiment se dégage après avoir lu, parcouru cette sortie du ministre Angouen? Oui. Pour lui, vous êtes des partenaires. Ce qui vient de se passer, je comprends cet homme de vertu Oui. qu'est le ministre Angouen. Il a honte. Il a honte d'avoir échoué. Il a honte d'être assimilé aux éternels échoués. Il ne supporte pas cette infamie. Il supplie donc ceux qui ont vu d'oublier et de l'aider à passer l'éponge sur sa honte. Mais non, ça c'est prima facie. Moi, je n'ai pas honte à sa place. Je n'ai pas honte parce que tout doit commencer là. Comment dire, Xavier, Oui, pour creuser. tout commence là. Parce que c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et chacun doit voir pourquoi le vase est plein. Plein de crasse, plein de bêtises, plein de sauvagerie. Il faut nettoyer ce vase. Non, il ne faut pas oublier parce que les détenus qui refusent d'aller en prison, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le procureur général, moi je préfère toujours vous appeler Monsieur le procureur général. Oui, procureur Parce général. que pour moi, vous êtes, Procureur de la République près des tribunaux première et grande vous êtes instance. à l'aise à ce point. Voilà. Le prévenu qui refuse d'aller en prison parce que c'est invivable. Vous voyez? Rendez le milieu carcéral vivable. Ce ne sont pas les animaux qui doivent vivre là-bas. C'est des êtres humains. Vous êtes aux affaires. Vous êtes le conseiller du roi. Vous êtes le conseiller du garde des Sceaux. Vous êtes le conseiller du ministre d'État. Dites-lui que les prisons au Cameroun, et comme vous avez dit, à Douala, milieu spécial, les prisons sont infestes. Vous voyez qu'on ne peut pas passer l'éponge. Deuxième chose, dites au ministre qu'il ne garde pas seulement les résolutions en termes de tas. Voyez-vous, le bâtonnier Charles Chunganga dit hier qu'ils ont déposé un rapport de plus de 400 pages au ministère pour nettoyer, pour dépoussiérer ce ministère. Ça demande que cette commission a été créée. Personne n'a jamais ouvert. Non, il ne faut pas passer l'éponge. Deux, faisons un peu de l'histoire de ce ministère. En 2015, le ministre de la Justice a demandé aux 10 chefs de cour de l'aider à décongestionner les prisons. 2 voies ont été explorées et retenues. Construire les nouvelles prisons et développer les peines alternatives. Monsieur le ministre, Monsieur le procureur général, dites au ministre d'État, ministre de la Justice, qu'on ne doit pas passer l'éponge parce que nous ne sommes ni avec les nouvelles prisons, encore moins avec l'application des peines alternatives. Parce qu'il y a un décret, parce qu'il y a un homme qui refuse. Nous ne pouvons pas passer l'éponge.
Non, nous n'avons pas honte de cette situation. C'est un événement qui nous permet de savoir. 2. Excellence, monsieur le ministre, procureur général, dites au ministre d'État que nous ne passerons pas l'éponge parce que les magistrats, vos jeunes collègues qui viennent, ils sont entassés, 5, 6, 7, dans une seule cellule. J'appelle ça cellule comme bureau, pour mener des enquêtes, pour étudier les dossiers. C'est indécent, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas passer l'éponge. En passant, je salue le substitut Kouo Ebolo, que j'ai appelé l'autre jour, celui-ci. Je l'ai cherché, j'ai retrouvé son nom. Il peut témoigner. Nous ne pouvons pas passer l'éponge. Monsieur le ministre, nous ne pouvons pas passer l'éponge parce que pourquoi tout ailleurs les avocats ont un centre de formation continue? Au Cameroun, toutes les propositions sont enterrées. Si ça peut être l'occasion pour vous, que nous, les avocats, que nous ayons une formation continue, ce serait mieux. Nous ne pouvons pas passer l'éponge parce que vous avez eu honte un jour. Je préfère avoir honte toute une année, mais que la suite soit heureuse pour les générations futures. Merci. Voilà, Pierre-Emmanuel Bignam pour le ministre Angouen. Ce qui s'est passé la semaine dernière n'honore pas la justice camerounaise, encore moins les acteurs, et désacralise le temple où se dit la vérité et le droit. Tout à fait. Le ministre Michel Angouen a manifesté son indignation parce que dans sa sortie, il a partagé les responsabilités de ce qui est arrivé. Il a attiré l'attention des avocats en leur faisant savoir que ce sont des gens qui ont le devoir de dire la vérité et de défendre la vérité. Et il a attiré également l'attention des magistrats en leur faisant savoir qu'ils sont mieux placés pour reconnaître que l'avocat est leur partenaire le plus privilégié. Incontournable, il a même mis incontournable. Voilà, il a insisté en parlant du terme incontournable. Mais moi, je pense que c'est une indignation qui est généralisée. C'est une indignation parce qu'il faut relever un certain nombre de choses. Le palais de justice c'est un temple qui doit non seulement défendre la vérité, mais un temple qui doit dire le droit. Il est au même titre qu'une mosquée ou une église, c'est-à-dire qu'un temple chrétien et autres, où certaines valeurs sont censées être sauvegardées et défendues. Alors, lorsque les forces de maintien de l'ordre font irruption en tenue de combat pour se mettre à charger les avocats qui étaient encore en robe noire, non seulement cet acte nous prouve que ce que nous considérions par le passé comme temple de la vérité est censé dire le droit ne l'est plus. En plus, ça pose le problème de la fonction de l'avocat au Cameroun. Voilà pourquoi je pense que le ministre garde des Sceaux s'est indigné. Il s'est indigné même, si je peux me le permettre. Non, l'ancien ministre de la fonction publique. L'ancien ministre de la fonction publique, voilà. Oui. Il s'est indigné même, si je peux me permettre de cela, plus que l'ordre des avocats. Il s'est indigné plus que le bâtonnier qui assure son intérim actuellement. Mais les magistrats, ça veut dire que quelque part, ils se sont... un magistrat hors hiérarchie. Oui. En fait, les magistrats, ce qu'il faut relever, c'est que la plupart des magistrats, certains d'entre eux, deviennent souvent avocats à la fin de leur carrière. Il y en a qui interrompent personnellement leur carrière pour poursuivre en tant qu'avocat. Donc, il n'y a pas un pont qui est très long entre le métier, la fonction de magistrat et celle d'avocat, ainsi de suite. On a vu, ça se passe sous d'autres cieux, même ici, au Cameroun, on a plusieurs cas comme ça. Donc, ce qui attire notre attention ici ce soir, c'est de savoir à quel niveau est-ce que le métier de l'avocat ou la fonction d'avocat a été désacralisé. Le contexte nous fait savoir que
tout comme le métier de l'enseignant, tout comme le métier du curé, ou bien le métier du médecin ou du journaliste, le système actuel s'est attaqué également au corps des avocats. L'avocat est le dernier rempart. Lorsque dans une société, tout le monde est égaré, lorsque dans une société, le chaos s'installe, l'avocat, la justice, tout comme l'Église, sont les derniers espoirs sur lesquels la population peut se reposer pour enfin avoir accès à la vérité, à la protection de leurs droits et à l'équité. Mais lorsqu'on voit la façon dont cette justice est aux ordres, parce qu'il faut relever que le principe de séparation de pouvoir voudrait que le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, chacun joue pleinement son rôle dans la République. Voilà pourquoi le ministre Angouin a précisé en disant que lui, il compare la République à un tabouret qui a trois pieds. Et donc, si un pied est cassé, c'est toute la République qui s'écroule. Et aujourd'hui, le constat est clair. La justice est tellement fragilisée. Les avocats derrière lesquels la population se réfugiait lorsque on était sous le coup d'une injustice ou lorsqu'on était sous le coup d'une poursuite judiciaire, ainsi de suite, on se cachait derrière les avocats. Mais aujourd'hui, on constate que les avocats deviennent de plus en plus les moins que rien dans la société, parce que ceux qui sont censés les valoriser, leurs collaborateurs les plus proches, leurs partenaires les plus proches, ne le font pas. Et ça nous amène à comprendre également qu'il y a l'urgence de sévir, que le Conseil supérieur de magistrature fasse véritablement son travail. Il vient de se tenir. On n'a pas vu les cas de dossiers disciplinaires être traités. Il n'y a pas eu de sanctions pour les magistrats, que ce soit les magistrats de siège ou les magistrats du parquet. Ils ont continué pleinement leur travail après avoir passé 3 ans sans être passés au conseil de discipline, ainsi de suite. Et que tout de suite après la tenue de ce conseil supérieur de magistrature, on commence à observer les dérives des abus, de violation des droits de l'homme de la part des avocats. Alors, nous pensons que le Cameroun peut faire mieux, notre République peut s'organiser mieux pour montrer un meilleur visage au monde entier. Moïse Xavier, oui, Serge. Le ministre Angouin, il refuse de voir l'antagonisme dans les rapports qui existent entre magistrats et avocats. Mais ce qu'on a vu mardi dernier montre que ce n'est pas ça, qu'il y a un problème de fond. Parce qu'on a écouté beaucoup d'avocats la semaine dernière. Pour eux, il y a un sérieux problème avec le corps de la magistrature. Serge, j'ai beaucoup écouté Maître Chungan hier, qui est une personnalité du droit dans ce métier d'avocat. Je l'ai beaucoup écouté, je dirais même, je l'ai bu parce que ce monsieur, il a détaillé ce malaise hier de façon dans une de vos chaînes sœurs. Alors, les problèmes que Maître Chungan pose, la formation des avocats, c'est un problème pertinent. La réorganisation de la justice, comme le disait tout à l'heure mon copanéliste, c'est un problème très pertinent. Je repars dans les propos du ministre Angouin, je vais le paraphraser un peu, lorsqu'il dit « Qui mieux que l'avocat connaît le respect dû au cours des tribunaux ?» Voilà. Il continue en disant « Qui mieux que l'avocat sait que nul n'a le droit de se rendre justice ?» Ils ont voulu se rendre justice au palais l'autre jour? Je n'en suis pas là, je ne le dirai pas si facilement. Qui mieux que l'avocat sait que nul n'a le droit de se rendre justice? Je parle sous le contrôle de Maître Gueffa qui est là. Quand je l'ai dit, il est allé plus loin, le ministre. Il dit l'avocat est le partenaire du magistrat. Il aide le juge dans la recherche de la vérité. L'avocat, c'est un auxiliaire de justice. Quand j'ai dit tout ça, je vais à un questionnement, j'ai dit l'avocat n'est pas un animal.
qu'est-ce qui s'est passé au palais de justice? L'avocat, c'est quelqu'un, c'est un intellectuel, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Devait-on forcément interpeller ces avocats? Qu'est-ce que la loi nous dit? Est-ce qu'il fallait vraiment les interpeller du moment où c'est des gens traçables, ces avocats sont traçables? Moi, Xavier, vous oubliez de dire, le ministre Angouin dit également qui, mieux que le magistrat, c'est que l'avocat est un partenaire incontournable qui mérite d'être traité avec délicatesse. Exact. Voilà. Exact. Que... Ça rentre dans le paquet que j'évoquais tout à l'heure. Oui. C'est pour ça que je l'ai dit à l'entame de mon propos. Je ne vais pas beaucoup parler des magistrats. Je vais beaucoup parler des avocats que j'ai beaucoup côtoyés, qui sont mes amis, suivez mon regard. Je vais dire, le malaise est assez profond, parce que si les avocats se sont comportés de la sorte, c'est peut-être pour exprimer un ras-le-bol. Il faut aller chercher qu'est-ce qui peut amener des gens normalement constitués à arriver à dire non, alors qu'ils savent que nul n'a le droit de se rendre justice. Ah oui. Ils savent, ils ont. Est-ce que leur formation est parfaite? Est-ce qu'ils sont recyclés comme cela devrait l'être? M. Chungan l'a dit hier. C'est tout ce questionnement qui fait que ça va être un problème complexe. C'est pour ça que je dis, c'est là que ça commence. C'est à ce niveau que ça commence. Il faut qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pas dans le corps des avocats, mais dans la justice en général. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'ai dit aujourd'hui, je ne conçois pas la justice sans avocats. Je ne sais pas si vous concevez la justice sans les avocats. Moi, je ne conçois pas la justice sans les avocats. Donc, il faut aller voir tout ça. Je vais nuancer en disant ceci. Est-ce que l'avocat qui s'est comporté, les incidents du mardi 10, est-ce que l'avocat en lui-même pense qu'il a une immunité? Je pense que non. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. L'avocat sait qu'il est le partenaire du magistrat. Il sait qu'il n'a pas d'immunité. S'il réussit, s'il arrive à cet extrême, se fâcher au palais de justice, moi je pense que, est-ce qu'on a épuisé toutes les voies de négociation pour ce jour? Est-ce que toutes les voies ont été épuisées pour arriver à la force? C'est tout ça qui n'est pas clair dans ma tête depuis ces événements. Je connais les avocats, c'est des gens bien, c'est des gens normalement constitués. Les magistrats sont des gens normalement... Comment ils en sont arrivés là? Il va falloir qu'on essaie de démêler ces écheveaux pendant qu'on y est. Maître Ngefa, quand vous êtes interpellé, les avocats, le magistrat juge en son âme et conscience. C'est ça qui a fait problème mardi 10. Il a refusé... Vous posez la question qui mérite solution. Oui. Il faut que le peuple qui nous suit, qui nous regarde, écoute. Il n'y a pas eu de bagarre entre les avocats et les magistrats. Il n'y a pas eu de rixe entre les avocats et les magistrats. Il faut que ce soit sûr. Claire. Définitivement. Entre magistrats et avocats, il n'y a pas eu de bousculade. Il faut que ce soit sûr. Le magistrat a fini son travail en son âme et conscience. Il est parti. Et les avocats n'ont pas apprécié son travail. Je dis bien, il est parti. Oui. Vous êtes libre de vous fâcher seul dans votre chambre. Non, la bagarre, vous avez promis de dire la vérité. J'ai commencé. Oui. Les avocats sont restés ensemble. La bagarre Pourquoi Maître Ngefa? Est-ce que vous pouvez me laisser vous expliquer? Oui, allez-y. La bagarre a opposé les avocats et les policiers. Oui. Et les gendarmes. Je prends à témoin le patron du GMI qui était en salle. Est-ce que les gendarmes étaient encore là? J'ai dit, je prends à témoin oui. le patron du GMI qui était en salle. La bagarre. Oui. S'il y a eu bagarre, la RIX a opposé les forces de l'ordre et les avocats ou dans la salle d'audience. Voilà l'histoire. Oui. Celui qui peut me défier, qu'il me donne le nom du magistrat qui a subi ne serait-ce qu'une bousculade. Il n'y avait personne. Il n'y avait aucun greffier en salle. Les avocats sont restés en salle avec leurs confrères, manifester leur colère. C'est dans leur salle.
Il faut que ce soit sûr. Les policiers et les gendarmes ont forcé les portes, sont entrés, brutalisé les avocats et leurs 2 confrères dans la salle d'audience. Il faut que ce soit sûr. Tu ordres de qui? Bon, pour l'heure, lorsque le dossier sera ouvert, lorsque les rapports et les commissions auront vidé de leur substance, on verra qui avait envoyé cette escouade. Ceci dit, vous voyez que monsieur le procureur général Angoum, il sait, et je suis sûr qu'il a tous les rapports. C'est pourquoi il a honte. La honte, c'est parce qu'eux, ils ont transformé les juges et les procureurs en simples fonctionnaires soumis au devoir de la hiérarchie. Voilà la honte. Monsieur le procureur général, quand vous allez respecter le juge que vous avez envoyé sur le terrain, qui statue en son âme et conscience en vertu de la loi, vous n'aurez plus honte. Monsieur le procureur général, lorsque le procureur de première instance sera libre de traiter un dossier du début jusqu'à la fin, sans courir chez le procureur général, faire la queue, comme s'il allait puiser de l'eau au marigot, donner la solution, vous allez régler le problème. Monsieur le procureur général, lorsque le président de la cour d'appel du littoral utilisera tous les moyens à sa disposition pour comprendre que tous ses collègues, presque de même grade comme lui, peuvent rendre des décisions en défense et exécution, c'est-à-dire repartir cette audience-là, les dossiers de cette audience, et puis ne pas seulement regarder à distance. Vous aurez réglé le problème. On n'aura plus honte. C'est de cela qu'il est question. D'ailleurs, ce qui s'est passé ce jour-là, ce n'est pas seulement. Voyez-vous, est-ce que vous savez que madame, je crois c'est Njomo Stéphanie, le commissaire du gouvernement interdit aux avocats de l'assister? Parce que ce commissaire du gouvernement, il est sous pression, il reçoit des ordres, on lui dit de masquer tout, de cacher tout. Mais laissez ce monsieur travailler. Vous avez émasculé les magistrats. Ils sont devenus tous des fonctionnaires. Ils ont peur. Parce que la hiérarchie va dire que quoi? Cette honte, voilà la réalité. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Serge? Maître Guépin, vous avez répondu à votre façon. Merci, maître. Albert, le ministre Angoin dit qu'il mieux que l'avocat, c'est que nul n'a le droit de se rendre justice. Qui mieux que l'avocat, c'est que la loi pénale s'impose à tous. Ça vous renvoie à ce qui s'est passé mardi? Et ça me renvoie... Pourquoi il fait allusion à ces deux éléments, le ministre Angoin? Ça me renvoie à plus d'une chose. C'est-à-dire, au-delà de la justice, au niveau des tribunaux, c'est la justice dans notre société. C'est-à-dire, on a le sentiment à un moment donné que le curseur du débat est en train de glisser vers les combats. Et qu'à un moment donné, on risquera de se retrouver exclusivement en République en train de combattre. Parce que la spirale de violence que depuis un certain temps la société camerounaise connaît s'explique lorsqu'on se retrouve dans ces rixes à l'intérieur des tribunaux, et on peut se poser la question de savoir est-ce que les avocats sont aussi dangereux dans les quatre murs? C'est-à-dire, aussi longtemps qu'ils ne sortent pas et qu'ils sont fâchés, ils peuvent au plus détruire un tribunal, la salle d'audience, mais ils ne peuvent pas faire pire. Voyez-vous, monsieur Serge Alain Autou, la violence est en train de s'ancrer dans notre société et les formes de violence sont en train de se diversifier. Ce que nous avons vu au tribunal de Bonanjo n'est qu'une autre forme. Mais il y a des formes beaucoup plus
anciennes. Quand je dis anciennes, il ne s'agit pas d'il y a de cela 10 ans, 15 ans, mais beaucoup plus anciennes que ce que nous avons vu à Bonadjo. Nous avons vu ici même à Douala, puisque le ministre a parlé de Douala qui est spécial. Douala est spécial parce qu'on a vu des individus se constituer en un gang et se faire appeler des microbes, à exercer la violence sur des populations sans tenir compte de la présence des forces de l'ordre. Nous l'avons vu et n'eût été la prompte réaction des autorités, on se retrouverait aujourd'hui, personne ne sait. Une fois à Ouest, hein. Voilà. Nous avons vu en 2016 des étudiants subir la violence en étant trempés dans la boue du côté du sud-ouest. C'est une autre forme d'expression de cette violence qui fait en sorte que les gens pensent désormais que si j'ai la possibilité de me défendre ou d'attaquer, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi est-ce qu'on doit y arriver? Nous avons vu aussi récemment, et ça a même fait rire, Monsieur Xavier vient du Sud. Nous avons vu un sénateur dans le Sud se comporter d'une façon qui n'était pas forcément très saine et qui a reçu en retour un acte qui n'était pas non plus des plus sympathiques, c'est-à-dire violent. Et la dame qui se serait rendue, je ne sais pas si je dirais coupable, mais elle ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi ne dois-je pas porter plainte pour que si mes droits ont été bafoués, que je sois rétabli. Elle n'a pas pensé à ça. Elle s'est dit, il faut que je réplique. Tout de suite. Donc, à un moment donné, on a le sentiment que... Et nous avons vu, on peut rentrer avec l'affaire Tchakounte, l'enseignant Tchakounte, qui est tué dans une salle de classe par un élève. Le jour de la levée de corps, on a vu des enseignants en toge être violentés par les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'une violence venant de l'élève envers un enseignant qui est assassiné à la fin, le jour de la levée de corps, les enseignants en toge sont encore victimes d'une autre violence. Pour dire que la spirale de la violence n'est pas sur le point de s'arrêter. On y est pleinement et je crois que si on veut véritablement résoudre le problème des avocats, de la violence qu'on a observée dans les tribunaux, plutôt que de faire juste les états généraux de la magistrature, il faut aller plus loin pour intégrer les psychologues, pour intégrer les sociologues qui vont essayer d'expliquer et nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe finalement dans la société camerounaise où la violence est en train de prendre des proportions incontrôlables. Ok. Pierre-Emmanuel Biam, on sait que c'est la décision du juge qui a poussé les avocats très nombreux en salle ce jour-là à rester, on va le dire comme ça encore, en salle, puis les forces de l'ordre sont intervenues par la suite. Okay. D'où les violences. Tout est parti d'une décision. Lorsque j'ai suivi avec beaucoup d'attention le récit de Maître Gueffar ou le témoignage, je peux retenir que les avocats sont restés dans leur salle. Oui. Le temple. Dans leur temple. Et qu'en ce moment, le magistrat était déjà hors des lieux. Alors, d'où est-ce que l'opportunité des forces de maintien de l'ordre se précise pour les amener à forcer. Juste une virgule pour que vous continuez. Les magistrats sont partis. Les premiers policiers et les gardiens de prison ont récupéré les deux avocats en question. Oui. Les deux sont partis avec leur car. C'est quand c'est prévenu là par nos confrères que les policiers restent nous bombarder. On continue. Okay. Donc vous voyez que et les mises en cause et le magistrat n'étaient plus là. Les avocats en tant que corps de métier sont restés dans leur temple.
Ils étaient libres de manifester. Y avait-il des risques de troubles à Voilà. l'ordre public? Ils pouvaient même faire le sitting, puisqu'ils étaient dans leur lieu de travail. Oui. Ils pouvaient même faire le sitting là-dedans jusqu'au lendemain matin. Ils pouvaient même y rester pendant une semaine, parce que sur d'autres cieux, on voit comment ça se passe. C'est possible. Maintenant, où est-ce qu'il y a Ils l'opportunité? ne menaçaient pas l'ordre public? Non, puisqu'ils étaient dans un lieu bien encadré. Oui. Ils n'étaient pas en train de marcher dans la rue, ils étaient dans leur temps. Où est-ce que l'opportunité se trouve de forcer l'entrée? Parce que moi, j'ai vu la vidéo au moment où les forces de maintien de l'ordre entraient, ils ont forcé la salle. On a même eu l'impression qu'ils ont tiré sur la porte afin qu'elle soit dégagée. Parce qu'on a entendu des bruits qui s'assimilent à des coups de feu, poum, poum, avant que la porte ne s'ouvre. Et dès qu'ils entrent, ils bondissent immédiatement sur. Et il faut relever ils arboraient des tenues de combat. La police avait des tenues de combat, ils avaient des matraques, ils avaient des boucliers et ils avaient les tenues de combat, les gaz lacrymogènes et autres, parce qu'on a vu des blessures. On a vu des brûlures. Alors, où est-ce qu'il y a l'opportunité de manifester cette violence? Tout à l'heure, j'étais en train de dire que l'église au Cameroun, quand l'église, il y a quelques années, a commencé à être désacralisée, quand on a vu que dans notre pays, le Cameroun, que nous aimons tous, les prélats ont commencé à être assassinés et que les enquêtes ont été classées sans suite, à partir de ce moment, on a commencé à se poser les questions. Parce que sous d'autres cieux, lorsque vous êtes poursuivi et que vous vous réfugiez à l'enceinte de l'église, vous avez une certaine protection. Vous avez une certaine protection. C'est-à-dire que l'église incarne cette morale. Pareil pour le palais de justice. Lorsque vous êtes mis en cause dans une affaire et que vous vous dirigez vers le palais de justice ou vous adressez à un avocat ou à un juge ou à un magistrat, vous avez quand même l'assurance que votre affaire sera bien gérée et que vous ne serez pas victime d'une injustice. Vous avez un sentiment de protection. Alors, en l'état actuel, la justice camerounaise ne garantit plus la paix sociale. La justice camerounaise ne garantit plus la paix sociale. Tout simplement parce que c'est une justice qui est aux ordres. Tout à l'heure, je parlais que l'ordre des avocats est aux ordres de l'exécutif. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire clairement. L'ordre des avocats est aux ordres de l'exécutif, à l'image de la justice camerounaise qui est aux ordres de l'exécutif. La justice camerounaise n'est pas indépendante. Et il faut également relever que les actes de violence qui ont été perpétrés sur les avocats la semaine dernière sont similaires à celles qui ont été perpétrées sur les avocats qui revendiquaient l'application du common law dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est de la même manière que ces avocats ont été violentés, ce qui nous a conduit à une crise aujourd'hui qui est interminable. Maintenant, je vais dire juste un mot à mon panéliste. Oui, Albert. Albert, les Camerounais n'ont pas besoin de psychologues. Nous n'avons pas besoin de psychiatres. Parce qu'il y a une chose que nous remarquons, qui est une évidence aujourd'hui. C'est qu'au Cameroun, pour obtenir quelque chose, il faut lutter. Au Cameroun, pour être pris en considération par le pouvoir exécutif et le régime en place du président Paul Biya, il faut bagarrer. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on ne respecte pas ce qui est établi sous forme de loi, mais ce qu'on respecte, ce sont les luttes que les gens mènent pour la mise en application de cette loi-là. Aujourd'hui, tout le monde respecte les anglophones. Tout le monde respecte les avocats anglophones. Est-ce que l'État du Cameroun voudrait que les avocats francophones arrivent aussi à ce niveau de radicalisation pour qu'ils soient pris en considération? Est-ce qu'il n'y a pas assez de dérives aujourd'hui qui inquiètent la population tout entière et toute la nation et qui devraient interpeller
les gouvernants, ceux qui sont aux affaires, de faire attention, de veiller à l'application de la loi. Le Cameroun a un nouveau code de procédure pénale. Tout le monde se plaint que l'univers carcéral est plein. L'espace qui est réservé pour le nombre de personnes incarcérées a explosé. Cet espace a explosé. Pour continuer à amener les gens sous les mandats de dépôt dans des prisons, alors qu'on connaît leur domicile, selon le nouveau code de procédure pénale, on connaît leur domicile, on sait comment on peut continuer à les poursuivre, ils peuvent comparaître libres, mais cela n'est pas respecté. Donc, nous pensons qu'à un moment donné, il faut marquer un temps d'arrêt pour se regarder les yeux dans les yeux et se dire, est-ce que nous sommes en train d'aller vers la bonne direction? Est-ce que vous voulez aujourd'hui... Vous appelez-vous également la convocation des États généraux de la justice? Le Cameroun a fait tellement d'états généraux, les états généraux du sport, les états généraux de l'enseignement, les états généraux de ceci, de la communication, mais un seul pas n'a pas été avancé. Tout est resté dans le statu quo. Nous pensons tout simplement que le moment n'est pas de radicaliser les positions. Nous voulons qu'il y ait l'apaisement, mais que cet apaisement ne soit pas quelque chose qui est comme une faiblesse pour les uns et une force pour les autres, sous forme de scissia, comme on dit généralement au quartier. Parce qu'on sait que dans notre pays, des policiers, des commissaires de police ont tiré à balles réelles sur des manifestants et que ces policiers n'ont jamais été traduits en justice. Ils se la coulent douce avec leur famille. Ils continuent à travailler. Est-ce que c'est ce genre de justice que l'État du Cameroun garantit aux populations camerounaises? Si c'est ce genre de justice, nous devons faire attention parce que bientôt, les gens ne vont plus se fier à cette justice-là, les gens ne vont plus se confier à cette justice-là, mais ils vont développer une forme de justice populaire qui consiste à ce que lorsque je suis victime d'une violation de mes droits par une force de maintien, un agent des forces de maintien de l'ordre ou par qui que ce soit, que je trouve voies et moyens pour me faire vengeance. Or, lorsque nous allons nous plonger dans cet état, nous ne serons plus dans un état de droit. Alors, il est urgent que la justice camerounaise se ressaisisse, que l'exécutif lève la main sur la justice camerounaise et leur donne la latitude de faire leur travail pour que la paix sociale continue à être garantie pour notre pays. Moïse Xavier, le ministre Angwen, reprenant le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui, lors de la dernière réunion des chefs de cour d'appel et les délégués régionaux de l'administration pénitentiaire, déclarait, on va revenir, parce que c'est l'heure du journal. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de l'encours de la dette publique, évaluée à environ 10 000 milliards de francs CFA. Les économistes sont inquiets de l'accélération de l'endettement et estiment que le gouvernement fait fausse route. Vous suivrez dans ce journal leur diagnostic et la thérapie proposée au Cameroun afin d'éviter un endettement qui puisse peser sur la croissance au Cameroun. Et le Cameroun qui est en pleine récession économique, tout comme le reste de la sous-région Afrique centrale. Aujourd'hui, s'est ouvert à Paris, en France, une table ronde sur le financement des projets intégrateurs de la CEMAC, parmi lesquels de nombreux projets à financer au Cameroun. La CEMAC qui recherche des dizaines de milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds. Elle a présenté une situation économique catastrophique. Réussira-t-elle à convaincre les investisseurs? Vous suivrez dans ce journal le président de la commission de la CEMAC s'exprimer devant ces bailleurs de fonds et investisseurs internationaux. Nous parlerons également des conflits fonciers et des exploitations forestières illégales qui sont observées dans plusieurs régions du Cameroun, notamment en zone rurale. Des chefs traditionnels montent au créneau pour s'opposer à ces projets peu profitables aux populations. Ils ont été outillés également pour pouvoir contester la mise en œuvre de ces projets qui ne prennent pas en compte l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous parlerons également
du cri de cœur et des prières des évêques anglophones et du cardinal Christian Toumi au moment où le Parlement ne s'est pas encore prononcé sur un débat concernant la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces évêques appellent le gouvernement, les autorités du Cameroun et les groupes armés séparatistes à mettre un terme à 3 ans de guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous en parlerons dans quelques instants. Sur le plateau, c'est Equinoxoir, deuxième partie qui commence à l'instant, madame, monsieur, toujours en compagnie de maître Augustin Gueffac, Albert Ndormo-Tobeng, Pierre-Emmanuel Bignam et Moïse Xavier Vondor. Moïse Xavier Vondor, lorsque le cardinal Toumi, pour lui, il faut commencer par l'amnistie. Qu'est-ce que vous en dites? Merci Serge Alain. Le cardinal, c'est une personnalité religieuse de haut rang. Il a la sagesse d'un patriarche aussi. Je pense qu'il devrait être écouté. Il devrait être écouté. Il devrait être écouté. Je pense parce qu'il a été en contact avec... En contact, voilà. Oui. Et ce kidnapping que je mettrais entre guillemets, je pense que... Pourquoi le guillemets? Vous n'y croyez pas? Non, pas que je n'y crois pas, Serge Alain. Je pense que nos frères qui sont en forêt ont voulu passer un message. Voilà. Oui, c'est pour ça que je dis... C'est pourquoi vous dites qu'on devrait croire... On devrait l'écouter. On devrait l'écouter. Est-ce que l'écouter voudrait dire prendre en compte à 100% ce qu'il dit? Peut-être oui, peut-être pas, mais je pense qu'il doit être écouté. Quand on a cet âge, on ne bluffe pas, on ne s'amuse pas, on prend la mesure des choses. Il a vu passer des générations, ceux qui sont en brousse sont ses enfants autant que nous tous. On devrait l'écouter, moi je pense. Voilà. Je pense. Voilà. Pierre-Emmanuel Bignam, cardinal Toumi, il était en contact avec les séparatistes. Et il est porteur d'un message. Permets-moi de faire une petite pirouette avant de répondre à la question sur le kidnapping du cardinal Christian Toumi. Ce que j'ai remarqué avant d'arriver en studio, c'est que partout où je passais, les gens étaient assis devant les bars, devant les snacks, devant les points de vente et autres, et devant leurs téléviseurs, en train d'attendre quelque chose. Quoi? Equinoxoir. Et le peuple camerounais a oublié que les Lions indomptables ont joué aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est ici à Equinoxoir que ça se passe. Equinoxoir est devenu le pouls de la température de l'actualité au Cameroun et du débat contradictoire. Donc, c'est une façon pour moi de continuer à encourager Equinoxoir, Serge Alomoto, la maison Equinox, pour l'effort qu'ils font d'informer, d'éduquer les Camerounais au quotidien. Pour ce qui concerne maintenant l'arrestation de Christian, le message qu'il a passé, oui, il a parlé demande au président Biya l'amnistie. C'est quelque chose qui est voulu et qui fait l'apanage de presque tous les acteurs politiques aujourd'hui. Que ce soit l'amnistie ou que ce soit le cessez-le-feu, c'est une question de lexique, de langage. Mais l'urgence est là. L'urgence est là qu'il faut... Parce que dans ces déclarations, il dit qu'il faut que les séparatistes déposent les armes. Et c'est ce que je dis toujours, que l'armée républicaine ne peut pas être désarmée, parce qu'ils sont censés veiller sur le territoire et sur nous. Il faut que les séparatistes déposent les armes. Et il indique qu'il faut également que les militaires retournent dans les casernes. Ça veut dire que le moment est arrivé où le président Paul Biya, comme tous les acteurs politiques, que ce soit sur la scène nationale ou internationale, l'indique, y compris le secrétaire général de l'ONU, le temps est arrivé pour que le président Paul Biya entre dans
ce qui lui revient de droit et qui lui a été conféré par la Constitution pour décréter un cessez-le-feu. Mais qui ne se limite pas à décréter un cessez-le-feu, qu'il négocie aussi ce cessez-le-feu. Parce qu'on a vu ça avec l'Angola, lorsque les rebelles de Jonas Savimbi sont sortis de la brousse, voilà, ils ont négocié le cessez-le-feu. Même avec les FARC, on a négocié le cessez-le-feu. Bien sûr. Parce que les séparatistes voudront avoir également l'assurance qu'on ne va pas les abattre lorsqu'ils vont déposer les armes. Et puis les militaires, lorsqu'ils retournent à la caserne, devront avoir également l'assurance qu'ils ne vont pas être attaqués par les séparatistes. C'est ça le plus urgent aujourd'hui. Le reste que les gens font là, ce n'est que de la préjudice. Non, c'est souvent trop compliqué ce mot. Hein? Le mot là est préjudice. Non, Pierre-Manuel, c'est trop compliqué ce mot. Vous n'y arrivez pas. Hein? Voilà. Voilà, Albert Ndomo, cette sortie du cardinal Toumi nous interpelle. Hein? Je pense que il est dans son rôle. Oui. Surtout, est-ce que l'âge du cardinal Toumi joue en sa faveur? Il devient de plus en plus crédible. C'est un homme d'église. Oui. À partir de là, il établit déjà une certaine crédibilité dans les consciences collectives. Ajouté à sa casquette d'homme d'église, il y a son âge qui plaide en sa faveur. Et même si on a l'habitude de dire que même les idiots vieillissent, c'est un sage parce que sa trajectoire montre aux Camerounais qu'il est sage depuis plusieurs années à partir des actes qu'il a posés. Concernant maintenant l'armistice, je crois que nous avons publié en juin 2019 l'amnistie. Bon, l'amnistie. Je voudrais parler de l'amnistie. Oui, l'amnistie. Bon, maintenant, je voudrais dire que l'amnistie, parce qu'il y a un géopolitiste français, Pascal Boniface, qui a écrit un ouvrage intitulé Géopolitique. Oui. Et dans son ouvrage Géopolitique, il propose 43 fiches pour comprendre la géopolitique dans le monde. Et l'une de ces fiches est intitulée L'impuissance de la puissance militaire. Pour dire qu'il y a un certain nombre de paramètres dans une guerre qui rentrent en considération et qui font en sorte que lorsque le facteur militaire seul est mis en avant, vous pouvez être puissamment armé, vous pouvez avoir des hommes surentraînés, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut sur le plan militaire et de l'armée pour faire une guerre et toujours la perdre. Parce qu'à un moment donné, il y a en face une adversité qui, bien que n'ayant pas les mêmes moyens que vous, dispose de certains atouts qui leur permettent de résister. Et à ce titre-là, il faut comprendre que soit vous abandonnez les dynamiques qui vous permettent de combattre et vous rentrez dans leur dynamique pour pouvoir obtenir la paix, soit vous poursuivez et vous continuez de perdre hommes, argent, armes et tout ce qui va avec. Et je crois que le choix de l'armistice est un choix sage parce qu'il permet qu'on arrête la saignée en vies humaines, la saignée sur le plan financier, la saignée au niveau des armes, parce qu'en principe, nous ne fabriquons même pas ces armes. Ce sont des armes que nous achetons de l'autre côté avec notre argent. Et donc, nous les utilisons, ils les récupèrent et parfois les retournent contre nous. Donc, à ce titre-là, moi, je pense que l'armistice est la bienvenue. Voilà. Docteur, on parle de l'amnistie. On est au niveau de l'amnistie. Oui, c'est pas l'armistice. Lui demande de l'amnistie générale pour les. Voilà, libérer, pardonner. Voilà. Ça pour décrisper un peu l'atmosphère. Voilà, Maître Ngefak, sur cette situation, sur ce vœu. Sur ce vœu du cardinal Toumi. Sur ce vœu du cardinal Toumi, pour moi, je pense que l'heure est venue pour que le peuple camerounais
épris de paix. Revoit, ressasse, assimile et comprend le verre à moitié plein. J'insiste, le verre à moitié plein, rempli par le gouvernement depuis 4 ans, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que le verre à moitié plein, rempli par le gouvernement depuis 4 ans, a donné la solution que tout le monde attend? C'est mitigé. Les aboyeurs vont dire que c'est la solution ultime, mais tout le monde constate qu'il y a une moitié du verre qui est vide. Ça veut dire que si on a pris 4 ans pour faire la moitié du verre, on ne sait pas si 4 ans suffiront pour compléter la moitié vide. Alors, ça c'est le premier constat. Ce constat fait la moitié vide qui reste les hommes d'église. Vous avez suivi tout à l'heure Monseigneur de Tombelle qui vous dit, tenant sa canne, qu'il faut un dialogue inclusif. 2. La voix la plus autorisée de l'Église catholique, même en retraite, n'oublions pas, on se confesse chez lui. 2. Il a touché des doigts, ce qu'on appelle le kidnapping, ce qu'on appelle l'enlèvement. Il était au four et au moulin. Il a vu, comme on dit au village, de ses propres yeux, ses amis, ses frères, qui ont changé de comportement de vie. Ils sont devenus des sanguinaires. Il a dialogué avec eux. Il a compris avec sa raison. Il a compris avec son cœur. Il s'est prononcé à l'international, parce que le média qu'il a choisi, ce n'est pas un vuvuzela qui appartient à une tribu, ce n'est pas un médium qui appartient à une caste, ce n'est pas Equinox qui est assez combattu. Il a choisi un média qui transcende pour faire comprendre à tout le monde que de mon âge, de mon expérience, parce que ceux qui ont rempli le verre de moitié, aucun d'eux n'a vécu cette expérience. Il dit, voici ma confession, voici mon testament. Vous, les killers, déposez les armes. L'armée républicaine, retournez dans les casernes pour permettre au président de la République de s'adresser à la nation. Je ne sais pas s'il y a meilleure solution que celle-là. Pour moi, ce n'est pas une solution définie, ce n'est pas une panacée. Mais qu'est-ce qui nous interdit, qu'est-ce qui nous empêche d'essayer pour tenter de remplir définitivement le verre? Les adeptes de ceux qui refusent cette solution, ils savent pourquoi ce verre doit rester à moitié vide. Donc nous disons, le temps de la guerre, tout le monde a apprécié. Le temps des négociations, tout le monde le réclame. Essayons aussi le temps de réclamation, des négociations. Voilà. Merci. Voilà, merci. Albert Ndormo, vous êtes auteur de Pour une Fumban 2, les incongruités de la conférence de Fumban 1961. Pour vous, pourquoi il faut absolument Fumban, deuxième Fumban? Oui, il faut absolument, je regrette Serge Alain de n'avoir pas apporté des exemplaires puisque je reçois déjà des demandes des populations de Douala qui m'ont vu sur votre plateau et merci de m'avoir offert cette tribune il y a de cela plusieurs mois pour que je puisse mettre à la disposition du grand public cet ouvrage qui a été assez consommé et qui continue de l'être. Je voudrais dire que nous avons pensé qu'il fallait une Fumban 2 parce que Fumban 1 a échoué. Oui. Fumban 1 a raté l'occasion d'être le berceau du Cameroun qu'on devait avoir. Et lorsqu'on reconnaît cet échec-là, je crois que le président de la République... L'une des conséquences, c'est la crise anglophone? C'est la crise anglophone. Le président de la République, il dit lui-même,
lors de son discours sur le cinquantenaire de l'armée à Bamenda, il dit 2010. 50 ans après les indépendances, nous sommes devenus majeurs. Et vous savez, Maître sur ce plateau, il peut nous éclairer là-dessus. Lorsque, étant mineur, un certain nombre de décisions sont prises à votre rencontre. Lorsque vous obtenez votre majorité, vous pouvez les contester. Vous pouvez restructurer un certain nombre de choses. Et nous, en 1960, donc, 61, lorsqu'on va à Foumban, oui. nous sommes mineurs. 50 ans plus tard, si nous sommes devenus majeurs, il faut s'asseoir et se poser la question de savoir qu'est-ce que nos parents nous ont donné comme héritage. Et s'il y a du mauvais à l'intérieur, qu'on ôte ce mauvais. Or, la vérité, c'est que à Foumban n'a jamais été décidé par nous, Foumban n'a jamais été organisé par nous et les décisions de Foumban n'ont jamais été prises par nous. Nous l'avons démontré dans un ouvrage et tous ceux qui ont lu cet ouvrage, on n'a eu aucun retour sur le fait que nos démonstrations, nos analyses étaient fausses. Elles étaient vraies parce que Amadou Ahidjo lui-même, il dit en mars 1960 à Limbé que le biculturalisme dans lequel nous nous engageons risquera de nous être préjudiciable. Et on peut poser la question de savoir pourquoi une fois revenu à Yaoundé, il va à Foumban décider le biculturalisme. On peut poser la question, est-ce que ce n'était pas encore une autre volonté d'assimilation des anglophones qui l'annonçaient comme ça à Limbé. Donc, sur ces deux hypothèses-là, on s'est dit, certainement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et si nous avons grandi, c'est le moment de prendre notre destin en main et de décider par nous-mêmes. Voilà, Moïse Xavier, Oui, une réaction. On arrive au terme de l'émission. La réaction, elle va aller dans le sens de la conférence de Foumban quand le président Biya, le chef de l'État, dit 50 ans après. Il voudrait dire nous sommes devenus majeurs. Oui. Prenons notre destin en main. C'est anormal qu'on constate aujourd'hui que des événements qui se sont passés pendant que nous étions mineurs nous continuent de nous hanter, de nous poursuivre au point de diviser un pays aussi fort que le Cameroun. Moi je pense que Albert Dogmo, il le dit si bien dans son bouquin que j'aimerais lire. J'aimerais le lire le moment venu. Et il le dit si bien. Il est question maintenant que les Camerounais s'asseyent pour voir pourquoi ça ne marche pas. Parce que Foumban 1961, je peux l'affirmer sans trop hésiter que c'était pas la volonté des Camerounais. Ça nous a été imposé comme beaucoup de choses nous ont été imposées par le colon. Aujourd'hui, nous sommes majeurs, Serge. Les pantalons, les chaussures que nous mettions hier ne nous suffisent plus. Il faut revoir la structure de notre pays. Et si cela est fait, je vous assure, les Camerounais vont revenir dans cette symbiose, dans cette synergie des idées, parce que ce qui a été fait à Foumban l'a été fait de manière factice, et c'est pas le Cameroun. Nous ne nous reconnaissons pas dedans. La preuve, on en est là aujourd'hui. Ok. Voilà, mais Pierre-Emmanuel. Mon mot de fin. Bonsoir, professeur Messanga Yamding. Oui. Oui. Pour moi, Albin Domo, je crois que en tant que chercheur, Il y a un impératif pour Foumban 2, comme il le dit. Foumban 2, moi je pense qu'il devrait dire aux Camerounais que le référendum de 1972 dilue toutes les difficultés qu'il pose. Parce que vous voyez, le référendum, c'est le peuple, c'est le souverain, c'est le propriétaire du pouvoir, c'est le propriétaire de tous les pouvoirs. C'est lui qui a décidé en 1972 ce que nous vivons. Disons seulement que les résolutions de 1972 ont été mal exploitées. C'est simple. Si votre femme achète tous les condiments, arrive à la maison, va dormir et demande à un bébé qui ne sait pas cuisiner de préparer le mets,
vous n'aurez qu'une pâte fade. C'est ce qui se passe. Notre cuisinier, c'est ce bébé qui ne savait pas marcher. Changeons de cuisinier. Réveillons. On réveille la maman. Réveillons l'enfant qui a été bien formé par la maman. Parce qu'elle est fatiguée. Non, vous avez dit que la maman est en train de se reposer. Mais j'ai dit on réveille la maman pour qu'elle vienne faire la cuisine. N'oubliez pas, la maman vieillit. En vieillissant, elle forme ses enfants. Oui. Hein? Alors, on a toujours pris l'enfant qui ne savait rien faire dans la maison pour cuisiner. Il faut changer. C'est tout le problème. Ok. Dans un instant, 100% foot, mais il va d'abord nous donner l'essentiel de l'émission. Bonsoir Sylvain, sois venu ce soir. Bonsoir Serge Alain, permettez-moi d'emprunter à Maître Gueffat ses talents culinaires pour dire que ce soir nous parlerons de la cuisine, la bonne cuisine des Lions indomptables du Cameroun à Maputo. Ils ont battu le Mozambique 2-0 dans ce match comptant pour la 4e journée des éliminatoires, mais un match qui s'est joué également sous fond d'une grosse bataille psychologique, d'abord bloqué à l'aéroport durant des heures à leur arrivée dans la nuit de dimanche. Les Lions ont été testés positifs, alors qu'avant de partir de Douala, tous ces joueurs ont été testés négatifs. Que s'est-il donc passé du côté de Maputo? À Banjul, en Gambie, ça a été encore pire avec l'équipe du Gabon qui a passé la nuit à même le soir à l'aéroport de Banjul et pris à partie plusieurs joueurs par des personnels de cet aéroport avant le match. Et on peut le comprendre, psychologiquement, ils n'étaient plus prêts. Les Panthères ont donc été battus 2 contre 1 par la Gambie. Nous parlerons de cela dans quelques instants. Nous ferons le point de ces éliminatoires et de ce championnat qui ne commence pas au Cameroun. Nous en parlerons également avec nos invités, Serge Alain. Voilà, les invités, c'est qui? Sylvestre Hippolyte Zangao. Les entraîneurs de football, dont notre consultant Clément Zeko et Patrice Fotso. Voilà, dans un instant, madame, monsieur, Sylvestre Hippolyte Zangao pour 100% football. Merci, cher monsieur. Merci, Albert. Bon retour à Tian. Merci. Merci Pierre-Emmanuel Bignam. Merci, maître Augustin Gueffac. Merci au professeur qui gère le collège du RDPC d'avoir pris du temps pour discipliner ces lions. J'espère qu'ils reviendront un peu plus polis et on aura un plateau aussi calme que celui-ci. Merci. Voilà, merci à Moïse Xavier Vondor, merci également à c'est moi la qui dynamique développement socio-économique du Dialopo. Elle est en marche, la dynamique. Okay. Voilà. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Sam Melima.